Bonjour à toutes et à tous, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission L'actualité en débat. L'actualité en débat de ce 23 juin 2022, ils sont encore là. Oh Seigneur Jésus, je prie tous les jours qu'ils soient là, mais dès qu'ils sont là, j'ai tous les problèmes du monde. Je veux parler du Eladji Tchaboré Bouraïma, le directeur de publication du journal Le Messager, et Abbas Issaka, le patron du journal Le Mania Libéré. Les deux journaux sont dans les kiosques depuis hier au prix de 250 francs seulement. Vous pouvez également les acheter en ligne. C'est toujours le même prix, 250 francs. Vous le faites ici à la télé. C'est bon. Eladji, c'est quoi? Vous êtes tous en carolé. Eladji, bonjour. Non, on n'est pas tous en carolé. Toi aussi, tu en fais partie. Alors, comment ça va, Anita? Je vais bien. Ça va bien? Vous m'avez manqué. Oui, c'est vrai. C'est 2 semaines. C'est réciproque. C'est une semaine. C'est réciproque. C'est réciproque. Vous avez manqué également téléspectatrices. Justement. Téléspectatrices, j'ai dit. Téléspectateurs. Non. Il faut préciser parce que téléspectatrices. ils ne créent pas de problèmes dans nos foyers. Ok, bonjour à tous les téléspectateurs et bonjour à ceux qui nous écoutent ou bien ceux qui nous suivent depuis l'extérieur. Et à toutes les téléspectatrices également. Nous sommes de retour. C'est vrai qu'il y a de cela 1 ou 2 semaines, on n'y était pas, par la faute. Et puis, je dois dire aux téléspectateurs, quand vous ne les voyez pas ensemble, sachez qu'il y a un qui a un programme et l'autre ne veut pas venir. Ne veut pas venir. Je ne sais pas si ils sont des jumeaux. Vous êtes des jumeaux. Et la plupart du temps, le programme, c'est qu'il est connu de toi également. Il faut quand même tenir à le préciser. Quand il y a un qui a le programme, c'est que bien ce sûr, programme est connu de toi. c'est qu'ils suivent l'émission, mais pas avec vous. Justement, il y a un il y a le programme qui est connu de toi. Et bon, en tout cas, chacun peut deviner. Abbas, bonjour. Ouais, bonjour Anita, bonjour à tous ceux qui nous suivent actuellement et celles qui nous suivent. J'ai ouï dire que actuellement les antennes ont été réparées et qu'on peut nous suivre en direct dans la localité, sur la chaîne locale, Chevier et Lomé également. Ah là, ça c'est une très bonne nouvelle. Même 2 semaines, vous êtes informés comme ça. C'est une très bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Ça dit, maintenant, ce n'est plus seulement sur YouTube qu'on peut nous suivre. On peut nous suivre localement actuellement, donc nous sommes en train de parler. Là, il faut féliciter même franchement. Féliciter c'est vrai franchement. que depuis un certain temps, toujours localement, vous pouvez nous suivre, mais pas, on n'avait pas tellement d'audience. Mais aujourd'hui, les choses ont été arrangées. Alors, les félicitations, ça, elles vont à qui? Au promoteur. Que vous connaissez très bien. Monsieur Parfait. Moi, je vais citer nommément. Monsieur Parfait. On connaît ça. Qui est actuellement à Lomé. On le félicite. Oui, oui. Non, attends, on est informé. Qui est actuellement à Lomé. Et que. Vous m'informez. S'il nous suit en ce moment, qu'il sache que nous avons tellement besoin de lui. On a tellement besoin de lui. Vous allez faire votre débat. Nous allons lui présenter nos félicitations parce que la manière dont elle a remonté. Transmettez-moi ça. Non, c'est direct. Quand on fait des choses, ça ne peut pas aller. On connaît ça, je vais vous bloquer le chemin. Alors, comme sujet, nous parlerons de la sortie du ministre de la Sécurité, c'était hier sur la télévision togolaise. On fera la une des journaux avec le déplacement du chef de l'État et puis nous parlerons également de l'adhésion du Togo au Commonwealth à Abbas. On parlera des avantages du Togo à partir de demain, c'est demain le 24 juin. C'est ça, Abbas. Si on a le temps, on va parler des nouvelles attaques terroristes au Mali avec la CEDEAO qui a fait une sortie pour condamner ces attaques. Tchaboré, le meeting de la DMK prévu pour se tenir le 25 juin prochain a été interdit par le ministre en charge de la sécurité. Selon le général Yap Damram, l'organisation d'une telle manifestation dans un contexte sécuritaire sous-régional et national actuel est de nature à compromettre les efforts en cours pour préserver l'ordre public et la sécurité nationale. Et puis, ce qui retient un peu notre attention, c'est que le ministre a dit ceci: les forces de défense et de sécurité prendront toutes les dispositions pour faire respecter cette mesure d'interdiction. C'est une intimidation? Non, pourquoi une intimidation? Ce n'est pas la première fois que le général Yap sort, le ministre de la Sécurité sort. Et vous savez,
L'autre fois, je le disais ici, et le gouvernement ou bien l'État a ce rôle régalien de nous protéger, de protéger toutes les populations. Vous avez fait également une petite comparaison entre l'état d'urgence sécuritaire et l'état d'urgence sanitaire. Je crois également la politisation de tout cela. De tout. Il faut qu'on fasse extrêmement attention. Seulement une semaine, voilà. Justement, il faut qu'on fasse extrêmement attention. Je crois savoir que le ministre de l'administration territoriale, qui est chargé d'autoriser l'organisation des meetings, avait autorisé ce meeting. Mais je crois que le ministre de l'administration territoriale n'est pas censé avoir tous les éléments qui entourent la sécurité du pays. Et celui qui est en charge de cette sécurité a fait une sortie pour dire qu'attention, il a tiré notre attention pour dire que par rapport au contexte sécuritaire sous-régional, nous avons un certain nombre d'informations qui ne nous rassurent pas et qui font craindre peut-être qu'à la suite, ou bien à la suite de l'organisation de ce meeting, ou bien avec ce meeting, peut-être quelque chose peut arriver qui ne va pas être favorable à la population. Je pense que ne voyons pas ça comme tu le disais tantôt, il ne faut pas qu'on politise ça. C'est vrai, chacun peut interpréter ça à sa manière. Ceux qui devraient organiser ce meeting peuvent dire qu'on est en train d'être intimidé parce que le gouvernement ne voudrait pas qu'on organise ce meeting. Si c'est le ministère de la Sécurité ou bien le ministre de la Sécurité qui prend soin de le dire, sachez qu'il a un certain nombre d'informations relatives à la sécurité. C'est pourquoi il a fait cette sortie. On dit gouverner, c'est prévoir. Et si rien n'a été fait, si ces dispositions n'ont pas été prises, supposons et que ce meeting a été organisé, et à la suite de ce meeting, il y a des heures, ou bien nous avons quelque chose, ou bien un acte qu'on n'aurait pas souhaité avoir. Je crois que la responsabilité devrait incomber au gouvernement et particulièrement au ministre de la Sécurité. Alors, tout à l'heure, Tchaboré, vous étiez en train de dire que le ministre en charge de l'administration territoriale avait donné son OK. Mais on voit que souvent, lors des manifestations et autres, là, il y a souvent la présence des forces de sécurité. Est-ce à dire que le ministre de l'administration territoriale n'a pas consulté son collègue de la sécurité avant de donner le OK? Non, je ne crois pas. C'est ce que je disais tantôt. Il a donné le OK pour l'organisation du meeting. C'est vrai, mais il peut y avoir des éléments de dernière minute qui peuvent entrer en jeu. Supposons que le ministère de la Sécurité a des informations, qu'il y a eu des infiltrations. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je crois qu'il faut prendre les dispositions. Déjà, il y a une bonne volonté. Le fait que le gouvernement a autorisé le meeting, ça voudrait dire qu'il n'y avait pas de problème a priori. Mais lorsque les gens rentrent dans le tréfonds et fouillent et font des enquêtes, n'oubliez pas que le gouvernement est très informé. Et particulièrement le ministère de la Sécurité est très informé sur tout ce qui se passe sur toute l'étendue du territoire. Et si c'est le ministère de la Sécurité qui le dit, moi je pense qu'on peut le croire. On peut le croire. Ne prenons pas ça à la légère. Parce que c'est très délicat. Vous avez vu ce qui se passe actuellement dans le nord du pays. Et nous avions dit ici, sur ce plateau, que c'est possible que ce qui se passe, qu'il y a des gens qui nous ont infiltrés, qui sont même à l'intérieur ici, et au sud. Vous avez eu tellement peur que vous avez vu quelqu'un tout à l'heure justement, j'ai vu quelqu'un qui était positionné de vérifier, justement. Tout ça là, ce sont des précautions. Ce sont des précautions qu'il faut prendre. Et moi, je pense que c'est vrai. Les gens peuvent interpréter à leur manière. On ne peut pas le leur refuser. Mais je pense que si le ministre de la Sécurité, à la dernière minute, prend une telle disposition, ce n'est pas rien. Alors, ce n'est pas rien. Abbas, le ministre de l'administration territoriale, lui, il a dit oui. Le ministre de la Sécurité, lui, dit non à seulement 72. Est-ce que le ministre de la Sécurité ne pourrait pas passer par le ministre de l'administration territoriale pour revenir sur sa décision? Non, c'est pas ça. Il était obligé de sortir le communiqué lui-même. Non, c'est ce qu'on appelle un fonctionnement horizontal entre les ministères. C'est-à-dire que le ministère de l'administration qu'on ne dise pas qu'il interdit trop les manifestations, a donné son OK. Il ne sait pas, il ne maîtrise pas la réalité du terrain. Celui qui maîtrise la réalité du terrain et qui a les moyens pour dire voilà ce qui va se passer, voilà ce qui ne va pas se passer, c'est le ministre de la Sécurité. C'est à lui
que revient avec les services de renseignement dont dispose le Togo, c'est à lui qu'on rend compte qu'il y a ceci, il y a cela qui va se passer. Donc, si on autorise et qu'on ne fait pas les enquêtes pour voir après ce qui va se passer le jour de ce meeting, peut-être qu'il y a des gens qui sont en train de se préparer aussi pour perturber ça. On ne sait pas. Donc, si le ministre de la Sécurité a intéressé, a raison, il sait pourquoi il l'a fait. Le ministre, parce que beaucoup auraient bien voulu voir DMK, les particules là, qui constituent la DMK, faire leur meeting. Ils ont eu le soutien d'autres partis politiques. Hier seulement, c'était le cas. Ouais, donc, c'est pour voir la capacité. Peut-être qu'aujourd'hui, s'il n'y avait pas eu interdiction, l'UNC ou l'ANC... Non, l'ANC jamais ne va jamais s'associer à ça. Donc, c'est déjà sur les réseaux sociaux, il y a les cultures, vous avez vu comment les gens s'attaquent sur les réseaux sociaux. Donc, l'ANC ne comptait même pas sur ça. C'est les particules qui constituent la DMK. Les gens auraient bien voulu voir leur capacité de mobilisation. Faire leur preuve. Faire la preuve que oui, la DMK a des militants qui vont arriver à Kojéji là-bas. Quand tu parles du cas, le cas actuellement n'est pas le cas, c'est comme l'UFC. Donc, ça n'a pas, la CAR n'a pas d'impact comme ça sur le plan politique depuis le décès du gourou. Donc, aujourd'hui, il y a des choses que le ministère de la Sécurité maîtrise, que nous maîtrisons. Vous avez vu ce qui s'est passé la dernière fois au Grand Marché. En plein marché, un individu est sorti pour s'attaquer à un militaire. Il a pris l'arme du militaire, il l'a poignardé, il a pris son arme. Heureusement qu'il ne savait pas totalement manipuler. Sinon, le carnage qu'il devait avoir au marché là-bas. J'imagine. Donc, si ça là aussi, en fait, les gens viennent. Et d'autres disent qu'ils sont stressés, ils sont en courroux contre le gouvernement. Donc, ceux-là qu'on va attaquer les premiers, c'est les forces de sécurité. Les gens peuvent les attaquer, arracher leurs armes et commencer le carnage. Donc, de face, vous pensez qu'on peut attaquer un soldat encore habillé de face et de prendre son arme? La dernière fois au Grand Marché, ce n'est pas de face qu'on a attaqué. Oui, c'est ce que je dis. Mais de face, ils ne peuvent pas. Mais ils vont calculer, c'est des calculs, parce que c'est des gens, comme pas des djihadistes, ce n'est pas des gens, c'est des gens qui ont appris beaucoup de choses. Ils ont appris la manière dont il faut intervenir sur les gens. J'avais fait l'article la dernière fois qu'il y a des djihadistes. Le Togo et le Ghana sont devenus le refuge de ces djihadistes qui viennent du Burkina. Donc aujourd'hui, ils sont là. Même si on dit qu'on ne les voit pas, ils sont à Lomé, dans la capitale, ils sont dans les autres villes. Si on ne fait pas attention et que les gens, parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont intervenir, ils sont en train de préparer le terrain. Et ils cherchent des terreaux favorables pour semer les troupes. Et ces terreaux favorables, c'est les meetings. L'organisation de ces meetings, ils arrivent, s'il y a beaucoup de gens qui sont là, ils ont trouvé les forces de l'ordre, qui sont avec les armes pour faire la sécurité, pour sécuriser la marche. Ils peuvent faire tout pour s'attaquer aux forces de l'ordre et puis faire de telle sorte qu'il y a des problèmes. Et on va accuser qui? C'est le ministère de la Sécurité. Moi, je comprends à peu près. Mais Tchabouré, non, voilà. Non, je vais vous laisser continuer. Mais dites-moi, l'état d'urgence sécuritaire, c'est seulement dans la région septentrionale. C'est là-bas seul. Avec ce qui se passe là, pourquoi ne pas dire sur toute l'étendue du territoire national? Parce qu'à plusieurs reprises, plusieurs de nos confrères qui sont passés sur ce plateau le disent, soyons vigilants, ils sont dans le pays, ils sont dans la capitale. Ça c'est clair. Je dis que l'État a le pouvoir de décider et l'État a tous les moyens d'avoir tous les renseignements, toutes les informations relatives à la sécurité du pays. Et si le gouvernement a décidé de commencer par la région des savanes, c'est parce que tous les éléments étaient réunis pour en arriver là. Et je reviens par rapport à cette situation, au meeting que le ministre de la Sécurité a dû interdire pour éviter, parce qu'ils avaient un certain nombre d'informations. Faisons extrêmement attention. Ne prenons pas également les choses, on l'a dit tantôt, de politiser à outrance tout ce que nous voyons. Il faut qu'on fasse extrêmement attention. Ne prenons pas également les choses dans un seul sens, parce que le gouvernement ne voudrait pas qu'on organise le meeting, c'est pourquoi il a refusé. Vous avez vu, depuis que ça a commencé,
avec les dissensions au sein des partis politiques. Et sur les réseaux sociaux, il y a une tension extrême entre la DMK et l'ANC. Personne ne sait d'où ça va venir. Et jusqu'à présent, les gens commencent... Bien dit aussi, on sait quel parti politique est souvent là-bas. Justement. Et les gens ont... Non, ce n'est même pas qu'on sait. Ils l'ont dit ouvertement sur les réseaux sociaux, qui disent qu'ils attendent ceux-là qui viendront là-bas faire les meetings et considèrent Kondiendi comme étant leur terre gardée. Donc, les affrontements peuvent surgir à tout moment. Donc, le ministre de la Sécurité n'est pas sorti ex nihilo. S'il vous plaît, que les Togolais comprennent. Le ministre de la Sécurité n'est pas sorti parce qu'il faut sortir. Et ne prenons pas ça sous le vocal d'un seul sens. En interne, il peut y avoir des affrontements entre partis politiques. Et je ne vous apprends rien. Ce qui est en train de se passer sur les réseaux sociaux, tout le monde le voit. Tout le monde le voit. La démonstration, elle est claire. Certes, on craint que ces djihadistes et autres-là ne puissent s'infiltrer, mais on craint également que les partis politiques ou bien les militants des partis politiques ne donnent pas les affrontes entre eux, ne donnent pas l'occasion pour qu'on puisse quand même considérer notre pays comme étant le renouvellement ou bien le commencement de quelque chose qu'on a oublié il y a un certain temps. N'oublions pas ça. Prenons cet élément-là en considération. Il y a une tension extrême aujourd'hui. Les gens l'ont dit clairement et les gens l'ont avoué clairement. Je pense qu'il y a un membre de la DMK qui est sorti, qui a rassuré les gens qu'ils iront à Kondiendi et ce qui va arriver. Donc ça veut dire que le ministre de la Sécurité, franchement, au contraire, au lieu que les gens s'agitent sur les réseaux sociaux, devrait plutôt le saluer, de saluer son initiative. Sincèrement, il faut qu'on analyse en profondeur l'acte que le ministre de la Sécurité a posé. Et moi, je pense que c'est un acte qui est salutaire. Acte salutaire. Abbas, avant que vous n'ajoutiez quelque chose, sur les réseaux sociaux, toujours, les gens disent qu'il y a une possibilité pour la DMK d'attaquer cette décision du ministre en charge de la sécurité judiciaire. Oui, ils ont la possibilité de l'attaquer parce que c'est une décision administrative. Et à la chambre administrative de la Cour suprême qui est là, si la DMK n'est pas satisfaite de cette décision, il peut saisir... Non seulement aujourd'hui et demain. Oui, il peut saisir la chambre administrative de la Cour suprême qui va décider avec des éléments de preuve qu'ils ont pour dire que la sécurité peut y être. Mais dans le cas contraire, le ministre de la Sécurité a constaté un certain nombre de faits et certaines choses qui se disent sur les réseaux sociaux. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous ne pouvons pas plus prendre les choses qui se disent sur les réseaux sociaux à la légère. Non, on ne peut pas prendre ça à la légère parce que tu sais, tu as porté, en écoutant les choses, tu portes à croire que la DMK veut défier l'ANC sur son propre terrain. Et c'est pour cela qu'il a porté le truc à Kondiendi. Et ça a commencé avec les premiers jours où on a mis les photos des leaders des partis politiques qui soutiennent, alors que les gens n'ont pas encore donné leur accord. On a mis leurs photos sur les réseaux sociaux, ça circulait. Et c'est là que les gens de l'ANC sont sortis pour dire que Jean-Pierre Fabre ne fait jamais partie, n'a jamais soutenu cette meeting-là qui va arriver. Donc les gens ne peuvent faire attention parce que ce qui est en train de se passer sur les réseaux sociaux, c'est des montages montés par des mensonges montés par la DMK qu'il faut faire attention et qu'ils ne veulent pas des problèmes. Ce qui veut dire qu'il y a des choses qui sont en train de se former en interne et que lorsque les gens de la DMK vont arriver, ce serait comme une vengeance parce que les gens, en 2020, se sont attaqués aux leaders de l'ANC. Et on a vu les résultats. Et on a vu les résultats. Et c'est l'occasion pour eux de se venger de ce qui s'est passé depuis 2020, qui a fait qu'ils ont eu 4%. Donc aujourd'hui, vous allez aller sur le terrain et vous dites que vous voulez rassembler des gens. Vous commencez par des montages grotesques pour dire que vous soutiennent. Et là, les gens disent, on vous attend. Venez, si nous vous soutenons, on va voir. Ce qui veut dire qu'il y a des problèmes qui vont se créer là-bas entre les deux partis politiques. Et pour éviter ça, il faudrait la sortie du ministre de la Sécurité. Parce que toutes ces informations, le général les a. Et s'il laisse passer
c'est lui qui sera responsable, tenu responsable pour ça. Parce que quand les choses se passent ainsi... En tout cas, nous allons le critiquer grave, hein, s'il laisse passer tout ça. S'il laisse passer, même ce n'est pas nous seuls, c'est la population. Comment est-ce qu'il a ces informations? C'est la population. Et qu'il laisse les gens se battre entre eux, les Togolais se battre entre eux, se tuer. Je l'ai dit tantôt, l'État a sur le gardien de protéger la population. Et c'est inscrit blanc sur noir dans notre constitution. Et puis n'oublions pas l'autre aspect de la chose. Vous voyez, posons-nous la question de savoir pourquoi la DMK a choisi d'organiser un meeting. Alors que c'est vrai, dans beaucoup de pays, les gens rechignent parce que les gens doutent, vu l'état d'urgence sanitaire qui est encore là, d'autres n'ont pas encore autorisé. Mais les gens doutent. Pourquoi la DMK a choisi d'organiser ce meeting? Pourquoi je dirais qu'elle a forcé d'organiser ce meeting? La DMK poursuit deux objectifs. Ces deux objectifs, les gens peuvent me critiquer. C'est une manière de pouvoir défier. Parce qu'il faut qu'on le dise. La DMK, la composition de la DMK est constituée, le confrère l'a dit tout à l'heure, ce sont des particules. Ce ne sont pas des partis qui sont bien assis. Maintenant, en le faisant, la DMK veut se faire entendre, veut faire croire qu'elle a une importance au sein de l'échiquier politique togolais. C'est pourquoi la DMK a choisi d'organiser ce meeting. L'autre aspect, c'est quoi? C'est le lieu qui a été retenu. En choisissant Kondiandi, la DMK sait qu'elle va faire soulever les militants de l'autre parti, de l'ANC, qui aujourd'hui, disons-le, est bien implanté. Ça, il ne faut pas le dénier. L'ANC est bien implanté, non seulement dans ce secteur, mais sur toutes les zones du territoire. Donc, en choisissant d'aller à Kondiandi et en voulant provoquer les militants de l'ANC, c'est une manière de se faire également une renommée, de faire en sorte que les gens puissent parler d'elle et de dire qu'elle existe. N'oubliez pas que c'est politique. La démocratie est en train de forcer pour faire croire qu'elle existe. N'oubliez pas qu'il y a un certain temps, le gouvernement a fait croire que la démocratie est illégale. C'est pourquoi lorsque vous voyez la lettre qui a été envoyée, cette lettre a été envoyée aux partis politiques. Elle n'a pas été envoyée à la DMK en tant qu'entité. Donc moi je pense qu'il faut analyser en profondeur tout ce qui se passe. C'est vrai, politiquement c'est vrai, mais au-delà de tout, il faut quand même qu'on puisse soutenir cette sortie du ministre de la Sécurité. C'est très important. Moi ça me tient à cœur parce que la sécurité du pays ne va pas, ça dit qu'on ne bâtit pas avec la sécurité du pays. Et le ministre, dans son communiqué, a souligné, vu le contexte sécuritaire de la sous-région, mais il a d'autres bribes d'informations en interne. C'est ce qu'il a résumé en information. C'est important. Donc, lorsque vous suivez le développement que j'ai fait avec l'association, les intentions qui sous-tendent cette organisation de ce meeting avec la démocratie, les gens peuvent comprendre, attention, quelque chose peut arriver. Et il faut éviter un bain de sang. Il faut éviter un bain de sang. Éviter un bain de sang. Abbas, tout à l'heure, Tchaboré, dans son développement, a touché deux points. Et le second point, il parlait d'une certaine tension entre l'ANC et la DMK au jour d'aujourd'hui. Les élections régionales, par exemple, c'est en 2023. En 2023, c'est dans 6 mois. 2023, c'est dans 6 mois. De l'autre côté, il y a certains partis politiques qui sont en train de préparer le terrain et maintenant d'autres partis qui sont en train de se faire la guerre entre eux et à la fin on dira on nous a volé, on n'a pas eu assez de temps pour préparer les élections. C'est toujours la même chose. Ça devient une répétition. Ça devient redondant, c'est la répétition parce que au moment où le parti au pouvoir se prépare pour ces régionales, il y a d'autres qui sont en train de se battre. Quand vous prenez la DMK c'est quoi? On dit c'est dynamique Podjo, Monseigneur Podjo. Si ce n'est pas à cause de Podjo, puis des montages qui ont été faits en 2020, c'est pour Podjo que les gens ont voté. Quand vous prenez les partis qui constituent d'abord la DMK, l'ENI, CDPA, le Togo autrement de Philibert Atisso, plus entre-temps, lui l'a flotté. Donc, tout ce parti... J'allais poser la question, il est toujours dans la DMK. Bon, il est comme ça. Des fois, il vient, après, il ne vient pas. Donc, c'est des gens qui n'ont pas de base légale. Quand vous prenez même celle-là qui est
à la tête de la CDPA. Elle représente quoi? Elle n'a même pas de base légale. De toutes les façons, avec la nouvelle charte des partis politiques, peut-être que les choses vont rentrer. Oui, c'est ce qu'on veut, mais il ne faut pas toujours s'accrocher à des regroupements pour faire la gueule, pour dire que nous allons faire ceci, nous allons faire cela. C'est ce qu'elle a fait en 2018. Ils ont raté les législatives. Donc aujourd'hui, c'est dans la même logique que cette dame est là. Donc, comme ils disent que les autres, ils ne vont plus aller aux élections, parce que même s'ils vont aux élections, qui va les voter? Ils n'ont pas une base électorale. Donc, les autres qui sont là après, par exemple, quel que soit les personnes. Vous avez vu lors de la présidentielle de 2020, quand Monseigneur Kodjouro est sorti, c'est Monseigneur Kodjouro que les gens ont peut-être qu'il va encore sortir. Ils vont ramener Kodjouro pour parler. On ne sait jamais. L'ANC, on a vu comment ça s'est passé avec le truc du C14 vient de avant le c'est quelque chose quoi bien 2015 cap 2015. On a vu comment ça s'est passé, mais ce n'est pas comme ça se passe actuellement. La DMK a provoqué l'ANC, mais l'ANC elle prépare les élections régionales. Ceux qui ne préparent pas et qui savent qu'ils n'ont pas de base électorale, c'est eux qui sont en train de faire la provocation. Donc l'ANC, elle prépare dans les bonnes conditions. Ils ne regardent plus les succès, seulement la DMK qui veut les provoquer, ils répondent. Donc la tension est là. Mais non, mais il ne faudrait pas que cette tension qui est là sur les réseaux sociaux, que les gens constatent, puisse être transportée sur un terrain de bataille. Pourquoi la DMK n'a pas choisi au niveau de la CDP? Les gens, ils sont chauds. Ouais. Attention. La DMK pouvait choisir, Abdelmamoud pouvait choisir à Kassimi. C'est au niveau de... C'est souvent là-bas les rencontres de la DMK. Donc il devait choisir là-bas pour faire sa première expérience, pour voir si réellement les partis qui composent cette dynamique Kodjouro-là a des militants, effectivement, pour se préparer à aller aux élections. Mais il y a d'autres observateurs qui estiment, il y a d'autres observateurs qui estiment que cette stratégie adoptée par cette dynamique veut cacher aussi quelque chose, c'est-à-dire une manière de fuir en avant, c'est-à-dire une fuite en avant, et pour qu'à l'avenir, ou lorsque les élections seront proches, ils vont se baser, ils vont donner des arguments pour ne pas aller à ces élections, justement, pour cacher c'est-à-dire que leur incapacité à pouvoir mobiliser, ou bien leur incapacité au niveau de leur vraie assise sur toute l'étendue du territoire. Beaucoup d'observateurs aussi jugent cette stratégie de l'ANC à travers ce que je viens de développer, parce que en le faisant, ils vont provoquer, elle va provoquer, et en provoquant, elle va se baser sur un certain nombre de ces arguments pour dire bon, nous n'allons pas à ces élections, alors qu'en réalité, la DMK cache beaucoup de choses parce qu'il faut le dire, elle n'est pas assise, elle ne peut pas démontrer son assise sur toutes les années. En tout cas, c'est ce que beaucoup d'observateurs sont en train de dire. Je parle particulièrement du meeting ou bien de la stratégie qui a été adoptée. Mais par revenant sur la sécurité, je pense que j'insiste parce que c'est très important, s'il te plaît, Anita. C'est très important. Ce que nous sommes en train de dire ici, les gens pensent que c'est de l'amusement. Nous l'avons toujours développé quand ça commençait dans le Sahel. On disait que, attention, faisons extrêmement attention, les gens là peuvent passer et rentrer. Les gens pensaient que c'est de l'amusement. Aujourd'hui, ça fait 3 attaques qui ont eu lieu dans le nord du pays. Et nous sommes en train de dire depuis un certain temps que les gens là peuvent être aujourd'hui à Lomé, à Sokodé, ou bien dans n'importe quel pays, n'importe quelle ville. Oui, quelle ville. Mais les gens pensent que nous sommes en train de nous amuser. Si nous le disons, nous sommes des journalistes. Il y a certaines informations que nous ne pouvons pas mettre ici. Je vous rappelle, je l'ai dit ici sur ce plateau, qu'il y a eu des années passées où on a fait ramener au moins 17 djihadistes qu'on a arrêtés ici à Lomé et au Burkina. Mais les gens ne savent pas, on n'a pas voulu faire ça pour semer la psychose au sein de la population. Donc si nous le disons, c'est parce que nous avons un certain nombre d'informations qui prouvent effectivement les autorités sont en train de travailler pour quand même ratisser large par rapport à la capture de ces djihadistes. Eh bien, nous allons passer à la une des journaux. Nous commencerons avec le Mania libéré. Le Mania libéré, je l'ai dit tout à l'heure, qui est dans les kiosques depuis hier au prix de 250 francs seulement. Ou bien là-bas, c'est passé à 300 francs. Ou bien moi je peux vendre à 300 et vous donner 250. Nous-mêmes on vend à 200
Et c'est les distributeurs, les grossistes qui prennent 50 francs. Donc moi je vais vendre à 300, comme ça je prends 100 les francs. Non, si toi tu veux vendre à 300, il n'y a pas de problème, c'est de bonne guerre. Tu es de la famille, tu es de la maison. Parce que le journal se vend normalement à 200, donc c'est 250, 50 francs c'est pour... Même Anita peut prendre même les 200. Non, Tchabouré, c'est bon sur le terrain, le terrain sur lequel vous voulez aller là, je ne suis pas dans ça. Eh bien, le Mania Libéré titre à sa une adhésion du Togo au Commonwealth, les avantages du pays dès ce 24 juin. Le 24 juin, je rappelle, c'est demain à la vache. Oui, c'est demain le 24 juin que la rencontre du Commonwealth va avoir lieu et par rapport aux adhésions, on va se prononcer. Parce que c'est beaucoup plus avancé dans le processus d'admission du Togo au Commonwealth. Ça a commencé depuis 2014. Et en 2020 dernier, ça a été relancé. Il y avait certains processus qu'on demandait au Togo et le Togo. Parce que quand vous prenez le Commonwealth a une grande ouverture, surtout commerciale. Et le Togo constitue plus de 50% d'exportation des produits artisanaux vers les pays du Commonwealth. Et les avantages que nous avons cités dedans, c'est que le Togo va avoir beaucoup plus d'ouverture commerciale et faire de telle sorte que moins les populations et les agriculteurs, les artisans en bénéficient de cette admission au Commonwealth. Il y aura beaucoup de redynamisation. Et ça dit qu'on va exporter tous nos produits. Là. Pas tous nos produits. J'ai dit 50, plus de 50%, ouais, 50%. 50%, c'est beaucoup. Oui, mais s'il y a des choses qui sont là, puis vous voyez que souvent il y a certaines choses qui sont là, puis qu'on n'arrive pas à écouler sur le plan national. Les gens fabriquent des choses, mais par rapport à la demande n'est pas forte pour que nos artisans et les acteurs aussi puissent en bénéficier de ce qu'ils produisent. Donc avec cette admission, les choses vont aller autrement. On espère que demain, à la réunion, le Togo va être admis au Commonwealth pour le grand bonheur aussi du Togo. Parce que pas pour rien que le gouvernement a engagé ce processus d'admission et c'est depuis 2014. C'est parce qu'il y a des avantages qu'on peut tirer. Sinon, c'est des pays anglophones. Commonwealth, on dit c'est le conseiller des pays anglophones. Maintenant que le Congo est en train d'être élargi aux pays francophones, on va voir comment ça va se passer. Ça fait qu'aujourd'hui au Rwanda, l'admission du Rwanda a amené le Rwanda à ne plus parler français. Seulement. C'est l'anglais qui a été accentué. Le Togo aussi peut le faire. Il faut diversifier aussi ses partenaires. L'anglais fait partie des... La première langue même, partout où tu te trouves, c'est la langue que tu dois... C'est la langue internationale. C'est la langue internationale. Quand tu vas en Allemagne, c'est l'anglais, on ne parle pas français. En Angleterre... Aujourd'hui, pour être commerçant, il faut parler l'anglais. Il faut parler l'anglais. Donc c'est tout ça là qu'on va mettre ça dans la balance et voir comment nous allons en bénéficier. Alors, Tchabouré, attends que je me pose la question. Ah oui, il faut poser la question. Tout à l'heure, Abbas disait que plus de 50% de nos produits seront exportés. Mais déjà, on parle de 8 chèvres encore exportées. Non, je crois que tout cela va subir un contrôle. Hein. Le gouvernement, lorsqu'il le dit, ce n'est pas pour dire que nos produits vont sortir du territoire. Il y a un suivi qui va être fait, il y a une vérification qui va être faite. Et puis, le gouvernement va prendre toutes les dispositions pour éviter qu'on soit quand même délaissé, que la famille, par rapport au fait que nous adhérions au Commonwealth, pour que la famille puisse, on ne puisse pas passer par là, pour que la famille puisse être... Non, moi je dis, cette adhésion, il y a plusieurs avantages. Et moi, le premier que je vois, premièrement, c'est les échanges commerciaux. Ça va permettre quand même au Togo de diversifier quand même ces échanges commerciaux. N'oublions pas qu'aujourd'hui, avec cette mondialisation et avec l'introduction dans plusieurs secteurs, et particulièrement dans le secteur agricole, aujourd'hui, il y a une politique qui a été introduite par le gouvernement qui consiste à ne plus s'arrêter seulement à l'agriculture de subsistance. C'est-à-dire qu'il faut exporter, il faut commercialiser. Et si le Togo diversifie
ces échanges commerciaux, vous imaginez qu'il y a certains produits qui vont quand même partir dans ces pays où le Togo n'avait pas de relations commerciales. C'est très important et ça va à l'avantage de la population togolaise, ça va à l'avantage des producteurs. N'oubliez pas, le Togo aujourd'hui est un grand producteur des céréales. Avec la politique qui est menée par le gouvernement, l'aide, les subventions qui ont été faites aujourd'hui, le Togo est un grand producteur des céréales. Et il faut chercher des marchés pour déverser ces céréales. En plus du fait que nous allons chercher l'autosuffisance alimentaire dans le pays, il faut chercher le marché pour diversifier, pour déverser ces céréales. Et c'est dans ce sens que le gouvernement a vu bon et juste de pouvoir intégrer le Commonwealth, parce que ça ouvre le pays à d'autres pays du monde, et cela directement, ça permet quand même ces échanges commerciaux. Je pense que moi, c'est le point qui m'a plus marqué. Et le second point, évidemment, c'est l'anglais. Si, avec à l'aventure, on peut quand même trouver une formule pour que l'anglais soit quand même notre deuxième langue. Si on se fera en anglais, ça va être très bon. Une petite anecdote. Nous étions allés à un voyage avec le chef de l'État. Oui, avec le chef de l'État, où on nous avait émis les billets d'avion. Donc, il y a un groupe qui devrait en réalité partir à la veille. Mais ne sachant pas lire le billet en anglais, ils ont considéré que leur partance, la partance était le même jour, c'est-à-dire le lendemain. Mais ironie du sort, nous arrivons le lendemain au niveau de l'aéroport. Et bon, les hôtesses qui étaient là ont pris les billets et on a trié ceux qui devaient voyager le jour-là. Mais les autres se sont étonnés, disent, mais oh, votre avion est parti depuis hier. Mais ils ont dit non, qu'ils n'ont pas pu, parce que c'était en anglais, ils n'ont pas pu lire. Donc vous comprenez l'importance. Non, finalement, on a trouvé une formule. Vous savez, dans ces genres de choses, les compagnies trouvent toujours une formule et le lendemain, ou bien ils peuvent trouver un autre vol, parce que vous avez déjà acheté des billets d'avion. Donc c'est pour dire l'importance de cette langue qui est aujourd'hui une langue internationale. Et personne, franchement, si vous voulez faire du business, si vous voulez, même dans notre métier aujourd'hui, si vous voulez voyager, vous voulez aller n'importe où, je pense qu'il serait intéressant quand même qu'on commence par apprendre cette langue. Même nous qui sommes ici aujourd'hui, qui ne nous sommes pas attelés sérieusement à apprendre cette langue, il faut qu'on apprenne cette langue sérieusement parce que ça peut nous défier. Ça peut nous défier, Tchabouré, je vais rester avec vous. Ou bien Abbas, vous avez quelque chose puisqu'il s'agit de votre article. Par rapport à l'anglais, c'est quelque chose d'important. Parce que quand vous arrivez dans des pays comme l'Afrique du Sud, on ne parle pas français. C'est l'anglais. Alors que vous êtes allé là-bas, pour les Français, les pays francophones, vous êtes allé, tout se fait en anglais. Tout. Comme il a dit, il est arrivé une fois, on est arrivé en Afrique du Sud, c'était à Cape Town. Les journalistes que nous sommes, j'étais devenu l'interprète des autres. Alors que toi aussi tu jongles? Non, moi je fais bien l'anglais. Ah, tu es là. C'est un juriste. Ah oui, oui. Moi, je fais non, bien. pas nécessairement, il fait bien l'anglais. C'est la raison pour laquelle il a envoyé son enfant même au Ghana. Ouais, moi j'ai fait là-bas. Donc, Ah là, c'est bien. au niveau de la restauration, lorsqu'on veut manger, c'est moi qui interprète ce que les autres veulent. Au confrère. Et il a dit, ils m'ont précisé que je suis resté. Après, vous avez pris un peu de sous quand même. Sur le perdième, là, vous n'avez rien pris. Non. Ça, c'est la provocation. Tu connais Anita? C'est la provocation. On a pris ce qu'on devait prendre. Et puis mais vous avez joué un rôle là. Non, un rôle, c'est la confraternité. Il y a des confrères maliens, gambiens, tout ça là, on est arrivé. Donc surtout il y a quelqu'un, Al-Hajj, c'est un Al-Hajj. Lui, tout message là, il doit venir me voir. C'est l'importance de cette langue dans le pays, même francophone. Il faut qu'on puisse l'apprendre. C'est les avantages. Quand vous vous déplacez dans beaucoup de pays, même en Chine, cette langue-là, on ne parle pas français. Aux États-Unis, c'est difficile. Donc, alors que c'est une langue commerciale. Ils sont la classe avec le Hausa,
Comme des langues commerciales. Moi, j'ai raté, à base de notre coup par la parole, moi, j'ai raté plusieurs rencontres internationales, justement à cause de ça. Parce que j'avais été invité et j'avais été sollicité pour faire une présentation. Parce que, avec les gens de l'ISS qui sont basés en Afrique du Sud, mais dans d'autres pays, parce qu'on estimait que j'avais fait tellement assez d'ateliers et j'avais une maîtrise, une connaissance par rapport dans le domaine de la sécurité. Donc, j'avais été sollicité. On m'a envoyé les mails et j'ai répondu, mais ce qui m'a pénalisé, c'est le seul fait que je ne pouvais pas faire la présentation en anglais et je n'ai pas été retenu. Donc, franchement, dans notre corporation également, je pense qu'on doit faire des efforts. Je sais qu'il y a beaucoup de journalistes qui font aujourd'hui des efforts. La preuve, c'est qu'il y a certains sites aujourd'hui qui émettent en anglais. Je pense que ça, c'est un pas. Félicitations à eux. Nous devons faire un effort, nous, au niveau dans notre secteur, pour apprendre sérieusement le parler et savoir également écrire. C'est très important. Diplomatie, donc, c'est avec le messager qui titre à ça, une diplomatie fort au Qatar. Tchaboré, parlez-nous un peu de ce fort au Qatar. Oui. Vous et moi, on est au courant que le chef de l'État est aujourd'hui. Puis il a parlé anglais. Oui, il a parlé anglais. Oui, voilà. Il a été sollicité pour diriger un panel de présentation par rapport à la discussion sur l'économie. Donc, je crois que c'est un forum qui s'est tenu au Qatar. Et à Doha, où le chef de l'État était invité pour participer, et il devrait également profiter de cette occasion pour présenter les opportunités qu'offre le pays, justement dans cet environnement de sanitaire où tous les pays veulent être résilients. Donc le chef de l'État a profité de cette occasion pour présenter l'expérience togolaise, comment nous nous sommes pris pour pouvoir faire face à la situation sanitaire qui est venue depuis 2019 et qui a mis à terre, ce n'est pas encore fini, et qui a mis à terre tous les pays du monde. Donc le chef de l'État a présenté le Togo et présenté ce que nous avons fait en dépit de tout, parce que n'oublions pas qu'avec les mesures qui ont été prises par le gouvernement, nous avons été cités parmi les meilleurs pays qui ont su quand même affronter la Covid en essayant quand même d'apporter quelque chose sur l'économie. Donc le chef de l'État a eu à présenter tout ça là, et moi je pense que ça va à l'avantage. Ça n'a pas été facile pour le gouvernement et pour nous. Pour nous, c'est ça. Donc je pense que ça va à l'avantage du pays. C'est toujours bon de chercher des investisseurs étrangers pour que le pays puisse venir, pour que ces investisseurs puissent venir s'implanter dans notre pays. Avec le développement de PIA qui est en train d'être fait, il y a beaucoup de choses qui vont se faire. Donc le chef de l'État cherche ceux qui vont venir investir. C'est important. Également, la situation sécuritaire, nous l'avons dit tantôt, dans notre pays, ou bien dans la sous-région, fait que beaucoup d'investisseurs vont commencer par hésiter. Il faut rassurer ces investisseurs. Tout à l'heure, vous avez parlé de PIA. Vous savez que comment je vois, je dis, PIA, c'est nos frères, nos soeurs sont en train de trouver du travail là. Mais il y a des sociétés qui servent d'intermédiaires entre les PIA et nous, la population. Ces sociétés-là, apparemment, elles sont en train de sucer le sang des Togolais. Parce qu'on fixe un prix à leur niveau, ils donnent un autre prix. C'est la sous-traitance. Si ce que vous dites est vrai, Anita, parce que je n'ai pas encore fait des investigations. J'en viens. Je n'ai pas encore fait. J'en viens. Non, on va déjà abandonné. Vous constituez un point de départ de nos investigations, parce qu'à la sortie, en offre, vous allez quand même, si avec votre permission, nous donner quand même des pistes pour qu'on puisse faire une investigation sérieuse dans ce sens. Parce que nous avons dénoncé ce que fait la zone franche à nos sœurs togolais. Nous l'avons dénoncé. Et ce que le chef de l'État ou bien le gouvernement a eu à faire avec PIA, c'est une manière de soulager la population, soulager les jeunes et ceux-là qui sont en train de chercher les emplois. Et si certains Togolais ou bien certaines institutions, certaines structures vont profiter de cette situation pour nuire encore à nos compatriotes, je pense que en tant que médias, en tant que journalistes, nous avons le devoir de dénoncer ces pratiques. Et franchement, à la sortie, avec votre permission, vous allez me donner des pistes et nous allons nous atteler. Je pense que Abbas Issaka est d'accord avec moi pour qu'on puisse faire. Je ne donne pas toujours mes pistes de. Non, il n'y a pas de problème. Au moins, ça, tu constitues quand même un début. Pour qu'on puisse faire quand même des investigations pour voir qu'est-ce qui se passe et comment est-ce que nos frères, les Togolais, sont traités
dans ce sens. Le gouvernement, en mettant en place une telle structure, mais ils ne sont pas maltraités par les étrangers, hein, mais par les sociétés qui les engagent. Justement, non, c'est ça, c'est ce que je dis. Ce sont des faits qu'il faut dénoncer. Si ces faits-là sont réellement là, il faut les dénoncer et attirer l'attention de l'autorité pour que l'autorité puisse prendre des dispositions pour éviter que cela n'arrive. Nous avons dénoncé des choses qui se sont passées au niveau de la zone franche et ce n'est pas bien. C'est pourquoi moi, je félicite toujours le MMMK qui a souvent fait des sorties, qui a une attention très particulière dans ce sens-là. Il fait un travail très 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 formidable. Les gens ne le voient pas. Le pasteur Edo Komi, avec avec son mouvement Martin Luther King, qui a eu à attirer l'attention des autorités sur la situation de nos sœurs, de nos frères dans cette zone France. Et au moins, dans ça on a quand même essayé de voir, de diminuer un peu, mais ce n'est pas encore terminé. Et si on est en train de mettre une structure comme PIA pour quand même nous aider à ce que les gens puissent acquérir les emplois, et s'il y a certaines structures qui sont là pour sucer sur le dos de nos compatriotes, je pense qu'il faut dénoncer ça. Il faut dénoncer. Abbas, avant de terminer rapidement, le chef de l'État, dans les échanges, questions-réponses, il a dit que les Togolais se portent mieux qu'il y a 5 ou 10 ans. Est-ce qu'on porte mieux maintenant? Tu dois tout porter. Depuis les Togolais se portent mieux, n'a pas menti. Parce que quand vous prenez la manière dont, ce n'est pas par rapport à la cherté de la vie, et tu dis que tu ne te portes pas bien, mais on prend l'infrastructure autre. Et ce qui est en train de se faire au plan de la santé avec la construction des centres de santé et autres là, il y a beaucoup. Et la création d'emplois, les multiples créations d'emplois et offres que le gouvernement donne par rapport au projet, au programme du PND, qui fait sortir au moins les populations, les jeunes de leur précarité, c'est en ça qu'il veut en venir. Mais au plan certain de la vie, si tu dis que c'est l'ensemble même de la population mondiale, tout le monde entier est frappé par cette crise. C'est pour cela que moi je condamne souvent ceux qui disent que Faure n'a rien fait. Que Faure n'a rien fait depuis son arrivée au pouvoir. Ça ne se dit pas. Quelqu'un ne peut pas arriver au pouvoir depuis un certain temps et ne pas avoir un projet de développement pour sa population. C'est parce qu'il a quelque chose, une ambition de faire quelque chose, changer la vie des gens qu'il a arrivé. Il a un programme qu'il est en train d'appliquer. Et tu vois des gens, les gens voient la réalité en face, ce qui s'est fait sur place avec la réalisation exacte de ce projet et d'autres qui sont en train d'être arrivés. Et quelqu'un va te dire, il est sur les antennes, il faut n'a rien fait. C'est la mauvaise foi. Voilà. C'est la mauvaise foi, Abbas. Il faut le dire, c'est la mauvaise foi. Parce que les gens ne peuvent pas me dire que ce que, là où le Togo était en 2005, il est aujourd'hui à la même place, à ce jour, sur tous les plans. Peut-être qu'ils ont choisi. Je suis d'accord. Je suis d'accord que les gens... En 2005, le maïs ne coûtait pas... le maïs ne coûtait pas 700. Oui, je suis d'accord que les gens ne soient pas satisfaits. Mais ça ne voudrait pas dire que le pays n'avance pas. Et il faudrait comprendre que le gouvernement ne peut pas tout faire. Parfois, les gens confondent. Ils attendent que tout leur tombe du ciel. Ils attendent que ce soit le gouvernement qui prend ça. Et la plupart du temps, lorsque vous voyez ceux qui sont en train de dire que le gouvernement n'a rien fait, quand vous leur demandez d'amener le diplôme, mais difficilement vous allez trouver. Non, soyez sérieux. Soyez sérieux. Je ne dis pas que le gouvernement a tout fait, que tout est rose. Il y a le secteur, il y a des secteurs sur lesquels on peut critiquer le gouvernement, peut-être dans la manière de prendre des décisions, dans la manière de prendre des dispositions. Mais aujourd'hui, on ne peut pas me dire que la situation de 2015 est la même, que de 2010 est la même, ou de 2005 est la même que la situation que nous vivons aujourd'hui. Beaucoup de choses ont changé. Les infrastructures, les gens viennent à Lomé. Si vous suivez les réseaux sociaux, les gens apprécient tellement ce qui est fait à Lomé en matière d'infrastructure, en matière du changement qu'il y a eu. Maintenant, certes, il y a des décisions qui ont été prises et il y a eu des erreurs. Attends, nul n'est infaillible. L'être humain est toujours faillible dans ses prises de décisions. Le gouvernement a eu à prendre un certain nombre de décisions qui peut-être n'ont pas favorisé la population. On peut critiquer là-dessus, mais me dire qu'aujourd'hui, le Togo n'avance pas, c'est de la mauvaise foi. C'est comme ça que je conclue. Mauvaise foi. Conclusion, merci à vous.
Non, c'est moi qui te remercie. J'espère que jeudi prochain, il n'y aura rien. Non, si tu fais comme ce que tu as fait pour que je sois ici. Ok, j'ai compris. Maintenant, je vais faire violence sur vous. Est-ce que c'est violence? Abbas, merci. Oui, merci. On vous remercie. On remercie également les auditeurs, autrices qui... Ce sont les téléspectateurs. Les téléspectateurs. Les téléspectateurs qui nous ont écoutés. Et qui nous écoutent. Donc c'est ça. Donc à eux, nous présentons, parce qu'ils ont perdu un de leur temps pour pouvoir écouter ce que nous disons. Ce que nous avons dit. Si c'est mal, bien ils n'ont qu'à prendre ça comme ça. C'est clair. Vous avez juste donné votre point de vue. Les informations, donné nos points de vue. C'est un débat. Merci à vous. J'espère vous retrouver jeudi prochain, chers téléspectateurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous aurez la rediffusion de ce numéro aujourd'hui à 20h. Moi, je vous retrouve mardi à partir de 10h. Au revoir.